Il y a tellement d'infos que je m'y perds. Je trouve que c'est difficile d'y voir clair quand même. Souvent, je trouve que tout est trop superficiel. Je pense qu'il y a trop d'infos et... C'est très angoissant. La première, J'ai besoin de repères. les clés, J'ai envie de comprendre. Arnaud Roysson. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Les Clés avec un épisode que l'on vous propose ici de découvrir ou de redécouvrir et qui date de mars dernier, juste après l'annonce du décès de l'actrice belge Émilie Dequesne. On avait décidé à cette occasion de se pencher sur la maladie qui l'avait emportée, le cancer en l'occurrence, et d'essayer de comprendre pourquoi aujourd'hui le cancer touche de plus en plus les moins de 50 ans. Alors, on prend ici 27 minutes pour comprendre, en commençant par réentendre la voix de la comédienne Émilie Dequesne. La première, les clés. First I was afraid, I was petrified, kept thinking I could never leave without you by my side. La scène remonte à 2014. Dans le film Pas son genre de Lucas Bellevaux, Émilie Dequesne monte sur le podium d'un bar karaoké et chante les premières notes de la chanson I Will Survive. Un moment déjà touchant dans le film, mais qui suscite une émotion d'autant plus forte quand on le regarde aujourd'hui, après avoir appris son décès ce 17 mars à la suite d'un cancer. I will survive. Le cancer, qui a fini par emporter Émilie Dequesne à l'âge de 43 ans, c'est un corticosurrénalome, une forme très rare de la maladie qu'on lui a diagnostiquée en août 2023 et qui touche en particulier la glande surrénale, comme elle l'expliquait elle-même il y a quelques mois à Léa Salamé sur France Inter. La glande surrénale, c'est une petite glande qui est derrière le rein. Il y a deux types de cancer de la glande surrénale. Il y a le phéochromocytome qui atteint l'intérieur de la glande, vous êtes vraiment et le corticosurrénalome qui atteint le cortex surrénalien, c'est-à-dire le contour. Voilà. Et ça, c'est le mien. Et ça touche 1 à 2 personnes sur 1 million par an dans le monde. Donc c'est extrêmement rare. Émilie Dequesne avait fait le choix de parler publiquement de sa maladie. Elle l'avait annoncé à tous ses fans à l'automne 2023 via un post sur les réseaux sociaux expliquant ce qu'elle vivait, comment elle était entourée par ses proches. Elle confessait qu'elle avait hésité à se confier sur ce sujet, mais ajoutait « Définitivement, j'aime partager mes projets et celui-ci, c'est le plus important de ma vie. » Et d'ailleurs, quelques mois plus tard, elle était réapparue en pleine lumière pour monter les marches du Festival de Cannes à l'occasion des 25 ans de la Palme d'Or de Rosetta. Vous voir monter les marches à Cannes avec votre robe hyper belle et vos cheveux courts parce que vous vouliez aussi montrer que, vous l'avez dit comme ça, on peut monter les marches de Cannes dans une belle robe avec son cathéter. Alors, tout le monde ne peut pas le faire, malheureusement. Oui, mais vous l'avez fait. Mais en tout cas, c'était une façon de dire, et forcément, non, tout le monde ne peut pas monter les marches de Cannes, mais on peut avoir des moments forts, on peut se sentir belle, on peut se sentir beau, on peut avoir des moments magiques, on peut vivre des moments beaux, forts, magiques, en dépit de la maladie. Et elle expliquait d'ailleurs les raisons qui l'avaient poussée à partager ce qu'elle vivait, à sortir d'un silence qui, pour elle, constituait en quelque sorte une double peine. C'est déjà tellement dur, on se sent déjà tellement seul, si en plus de ça je dois me taire. J'ai quand même, à cause de ce cancer, j'ai mis un film en sinistre, parce que je venais de commencer de tourner le film d'Olivier Mays. J'ai tourné 1 semaine avec lui et on a été obligé d'arrêter. Ça parle dans ce métier. Il était hors de question que des choses se disent, que n'importe quoi se dise. J'avais envie de dire la vérité, parce que c'est comme ça que je fonctionne. Je suis en quelqu'un d'entier. Donc pour toutes ces raisons, et puis aussi parce que bien que j'étais très 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 entourée, vraiment, je suis extrêmement entourée, en dépit de ce fait, j'avais besoin de partager avec d'autres personnes, proches, moins proches, et aussi de faire savoir aux personnes malades qu'elles ne sont pas seules. Ensuite, j'ai donné le détail sur le type de cancer que j'avais, parce que je me suis rendu compte que les personnes atteintes de ce cancer se sentaient très seules aussi. Voilà, pour toutes ces raisons, il fallait que je parle. Et alors qu'elle savait que les risques de récidive de la maladie étaient très élevés,
qu'elle savait aussi que sa vie serait très certainement plus courte que ce qu'elle avait toujours imaginé jusque-là. Quand la journaliste demandait à Émilie Dequesne de se définir par une émotion, voilà ce qu'elle répondait. La joie, c'est la plus belle. Parce que la joie, ça se partage. C'est fort, c'est porteur, voilà, la joie, je trouve que c'est merveilleux. Voilà, émouvant d'entendre ou réentendre évidemment ces mots-là aujourd'hui. Avec nous, pour cet épisode des Clés, Pierre Coully. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes le coprésident de la Fondation contre le cancer. Avant cela, vous avez fait une longue carrière en immunologie en tant que chercheur à l'UC Louvain. Alors, on parle ici, dans le cas d'Émilie Dequesne, d'un cancer très rare, le corticosurrénalome, beaucoup moins présent que les cancers les plus couramment diagnostiqués, cancer du sein chez les femmes, cancer de la prostate chez les hommes, le cancer colorectal aussi. On considère aujourd'hui, Pierre Coully, qu'il pourrait y avoir jusqu'à 200 cancers différents, voire davantage. Ça veut dire qu'aujourd'hui encore, on continue à découvrir de nouvelles formes de cancer ? C'est-à-dire qu'on peut avoir un cancer dans n'importe quel tissu de l'organisme et on a un petit peu plus de 200 tissus différents. Donc c'est ça qui donne ce chiffre. Aujourd'hui, on ne découvre pas de nouveaux cancers, mais on se rend compte de la complexité grandissante et qu'il y a beaucoup plus de différences entre les cancers que ce qu'on imaginait il y a quelques décennies seulement. Alors justement, si on revient sur les bases, parce que je trouve que c'est toujours important de revenir aux bases, qu'est-ce qui fait qu'on parle pour toutes ces formes de maladies quand même du cancer ? Parce qu'on a l'impression que ça peut toucher des parties du corps, des organes, des tissus très très différents, qu'on doit les traiter d'ailleurs de manière parfois extrêmement différente, que les conséquences ne sont pas toujours les mêmes, et pourtant on parle quand même de différentes formes d'une même maladie, le cancer. Qu'est-ce qui unifie tout ça? Qu'est-ce qui fait qu'on peut parler d'un cancer si on veut être très pédagogique? Donc c'est une maladie qui démarre à partir d'une seule cellule. C'est très très rare. Donc une cellule quelque part dans votre organisme, à peu près n'importe où, accumule des anomalies génétiques qui font en sorte que cette cellule commence à se diviser, à se multiplier sans contrôle. Donc beaucoup de nos cellules se multiplient, c'est normal. Elles se multiplient à certains moments et puis elles s'arrêtent, par exemple dans la peau pour cicatriser, et pratiquement dans tous les organes. Mais si on perd ce contrôle, dans le sens où la multiplication ne s'arrête plus, on se retrouve avec 2, 4, 8, etc. Après 10 divisions, on a 1000 cellules, 20 divisions, on a 1 million de cellules, 30 divisions, on a 1 milliard de cellules, et ça c'est à peu près une petite bille. Et en plus, d'autres anomalies génétiques vont s'accumuler dans ce nombre de cellules qui devient très grand. Et en plus d'une anomalie de division, ces cellules vont commencer à avoir des anomalies de localisation. Elles vont quitter l'endroit où elles se trouvent normalement et aller ailleurs dans le corps. Ce sont les métastases et en fait, c'est ça qui fait la mortalité de la maladie. Mais donc, ce que vous nous décrivez là, ça se passe de la même manière pour tous les types de cancers, qu'ils se déclenchent au niveau du sein, au niveau de la prostate ou d'une glande surrénale, comme on en parle pour Émilie Dequesne. C'est ça, en fait, la spécificité du cancer. C'est toujours la même chose. Et les anomalies génétiques, elles sont rarement héritées, c'est possible, mais c'est rare, et elles surviennent soit de manière tout à fait par hasard, simplement parce que quand on copie notre matériel génétique dans une cellule, quand elle se divise, la photocopieuse qui fait cela fait de rarissimes erreurs, mais cela suffit pour, avec le temps, en accumuler quelques-unes. Ou bien la cellule est en contact avec des agents mutagènes, ça peut être l'alcool, ça peut être des rayonnements, ça peut être les rayons ultraviolets, et plein d'éléments chimiques. Donc ça, ce sont les causes réelles de la cancérisation d'une seule cellule au départ. Alors, ces cancers, on en parle de plus en plus aujourd'hui, Pierre Coully. Qu'est-ce qui fait que l'on assiste, ces dernières années en particulier, à une augmentation du nombre de cancers? On va parler du cancer qui vise les plus jeunes et les moins de 50 ans dans quelques instants, mais parlons d'abord de quelques ordres de grandeur générale. Au niveau mondial, et puis au niveau de la Belgique, on assiste encore à une augmentation continue aujourd'hui du nombre de cancers. Oui, tout à fait. Donc au niveau mondial,
En 2022, on a recensé environ 20 millions de cancers, mais on considère qu'en 2050, on sera à 35 millions. Donc on est dans une phase d'augmentation de 75% en 30 ans. Il n'empêche que pour le moment, 80% de tous ces diagnostics de cancer surviennent après l'âge de 55 ans. Donc c'est plutôt une maladie de personnes plus âgées. Et c'est parce qu'avec l'âge, on accumule des mutations de manière normale dans toutes nos cellules. Donc c'est pour ça que le risque augmente en fait. Mais il y a un problème plus récent chez les personnes de moins de 50 ans. Et là, il y a une augmentation de 80% environ entre 1990 là, et 2019, donc aussi en 30 ans. Et c'est une augmentation qui est observée également dans le monde entier. Et en tout cas, dans les recensements qui ont été faits, pour 17 cancers, ça paraît assez clair qu'on a cette augmentation chez des personnes plus jeunes. Donc si je récapitule ce que vous venez de nous dire là, on a une augmentation du nombre de cancers de manière générale. La toute grosse majorité des cancers reste concentrée chez les personnes de plus de 55 ans, mais il y en a aussi chez les moins de 55 ans. Et là, on constate une assez forte augmentation. Vous citiez cette étude du British Medicine Journal qui disait 80% effectivement sur 30 ans. Alors certes, la population mondiale a augmenté dans le même temps, ce qui explique une partie du phénomène, mais 80% en plus, c'est évidemment beaucoup. Est-ce qu'on a une explication aux raisons qui font qu'on aurait plus de cancers diagnostiqués aujourd'hui chez les moins de 50 ans que ce qu'on en avait par le passé ? Alors, ce qui est évoqué, ce sont principalement des causes qui sont liées à notre environnement et notre mode de vie. Alors, pour certaines, elles sont tout à fait claires. Ce sont les agents classiques qu'on évoque qui sont des causes de cancer. Le tabac, l'alcool, l'alimentation et l'obésité, qui est clairement un facteur de risque important, la sédentarité. Et donc, on pense que ce sont les principaux éléments causaux. Alors, que ceux-ci interviennent, ça ne fait aucun doute. Maintenant, certains évoquent en plus, par exemple, des microplastiques qui sont probablement plus présents dans notre alimentation maintenant qu'il y a 30 ans. Mais il n'y a rien de véritablement concluant encore, il n'y a pas de preuves formelles, mais ça paraît vraisemblable. Certains évoquent des antibiotiques qui sont plus consommés qu'avant, en particulier en pédiatrie chez les enfants. Et pourquoi les antibiotiques ? Parce que nous avons dans notre corps, et en particulier dans notre tube digestif, un très grand nombre de bactéries différentes, qu'on appelle le microbiote, dont on s'occupe beaucoup maintenant. Et les incidences les perturbations que ces bactéries peuvent avoir dans notre physiologie sont importantes. Souvent, c'est bénéfique. Pour notre digestion, c'est bénéfique. Mais il y a certainement des effets délétères et la cancérisation est quelque chose qui est évoqué. Quand on prend des antibiotiques, chacun d'entre eux va éliminer une partie de ces bactéries, mais pas les autres. Donc on change complètement la population de bactéries qu'on a et on pense que ça pourrait avoir un rôle. Mais de nouveau, ce n'est pas démontré formellement encore. Les pesticides sont évoqués. Bon, ils sont clairement des causes de cancer à des doses très importantes. Les doses plus faibles auxquelles nous, consommateurs, pouvons être soumis, c'est possible. Certains évoquent la mélatonine, donc cette hormone qui est sécrétée quand nous dormons, donc quand il fait noir, c'est une espèce d'hormone de l'obscurité, qui a plutôt un effet protecteur vis-à-vis du cancer. Et il y a beaucoup plus de gens maintenant qui ont des rythmes jour-nuit complètement perturbés parce qu'ils travaillent la nuit, par exemple, ils ont de la lumière toute la nuit, etc. Donc ça aussi, c'est évoqué. Il y a eu une étude qui a suggéré une augmentation des incidences de cancer du sein dans une population dans un pays nordique. 2 autres études ont été menées après, ça n'a pas été confirmé. Donc dans tous les cas, c'est difficile d'avoir des preuves. Ce qui est certain, c'est que c'est multifactoriel. C'est-à-dire que chez une personne donnée, il y a plusieurs de ces éléments probablement qui interviennent et qui s'accumulent. Mais donc ça rend l'étude de ces causes très complexe parce que si vous vous intéressez à une cause seulement, ce n'est qu'une toute petite partie de la solution pour une personne donnée. Et ça concerne évidemment
toutes les personnes et tous les risques de cancer, avec en fonction des expositions, des éléments qui peuvent toucher peut-être davantage les populations les plus jeunes. Ce qui est intéressant dans ce que vous nous dites là, Pierre Coulis, c'est que, et c'est le propre des expositions à des risques environnementaux, comme c'est dans notre environnement, comme il y a à la fois l'air que l'on respire, les produits que l'on va manger, la façon dont ces produits éventuellement ont été emballés, les ustensiles qu'on va utiliser pour cuisiner, etc. Il peut y avoir des sources de pollution diverses et variées. On voit que ces pollutions augmentent, on voit aussi que les cancers augmentent, mais c'est pas si simple de relier les deux et de se dire tiens, c'est tel élément de perturbation environnementale qui provoquerait tel cancer et telle conséquence. C'est ça, en fait, toute la difficulté aujourd'hui dans l'identification des causes environnementales des cancers. Exactement. Dans un monde idéal, on voudrait pouvoir dire, écoutez, il y a tel pesticide précis qui cause très certainement une augmentation importante de tel cancer. Et donc, les pouvoirs publics prennent les mesures appropriées. Mais malheureusement, c'est plus complexe que ça parce que c'est multifactoriel. On sait qu'il y a beaucoup d'éléments qui peuvent mener à des anomalies génétiques dans nos cellules. Donc, c'est difficile. Mais c'est de l'épidémiologie. Et donc, puisqu'il y a plus de cancers chez les jeunes, et qu'on se dit que c'est lié à notre niveau de vie, puisque par rapport à 100 ans ou 50 ans d'ici, qu'est-ce que ça peut être d'autre? Donc, on cherche des éléments de notre environnement, de notre mode de vie, qui impactent aussi les personnes jeunes. Et donc, on retombe sur les coupables habituels. Et évidemment, tous les produits de notre société moderne très technologique, auxquels on n'était pas soumis il y a 50 ou 100 ans, viennent se mettre dans la balance et sont des coupables possibles. Alors ça, c'est pour les causes, ou en tout cas les suspicions qu'on peut avoir sur les causes, y compris les causes de l'augmentation. Et puis, il y a la façon dont on peut traiter après ces cancers et les spécificités quand ils vont toucher justement des personnes plus jeunes. Alors, est-ce que c'est plus difficile ou au contraire, est-ce qu'on a de meilleures chances de soigner le cancer chez un patient de moins de 50 ans que chez des patients plus âgés? C'est la question que s'est posée Sarah Pousset et elle est allée voir du côté médical quelle réponse on pouvait y apporter. À tous les âges, le cancer est un véritable combat. Mais la partie se présente toujours mieux pour une personne sportive et en bonne santé. Des caractéristiques que l'on retrouve davantage chez les moins de 50 ans. Ils ont donc tendance à mieux encaisser les effets secondaires et à se remettre plus vite du traitement. Il est donc plus simple de les soigner, comme l'explique Guy Jérusalem, professeur et chef du service oncologique au CHU de Liège. C'est quand même plus facile de traiter une personne jeune parce que là, le seul problème de santé, c'est habituellement le cancer. Donc on peut vraiment appliquer les recettes que nous avons pour soigner parce qu'il n'y a pas de contre-indication à utiliser les médicaments les plus efficaces, les chirurgies les plus agressives. L'organisme est prêt à supporter ça. Si vous avez quelqu'un de 70-75 ans, fréquemment, il y a d'autres problèmes de santé associés, comme des problèmes cardiaques, des problèmes pulmonaires, et on peut se trouver avec un traitement optimal, mais qu'on ne va pas proposer au patient en face de nous parce que pour ce patient-là, on craint de faire plus de tort que de bien. Paradoxalement, pour certains cancers, le taux de survie chez les moins de 50 ans est plus bas que chez les personnes âgées. Il faut donc nuancer cette réponse. D'abord, si on regarde les formes de cancer, des cancers plus rares se développent davantage chez les jeunes. Or, qui dit rare, dit aussi moins de traitements, de médicaments ou tout simplement d'informations pour les soigner. La maladie a aussi souvent une forme beaucoup plus agressive et se développe très rapidement, comme le souligne le professeur Guy Jérusalem. Je crois qu'il y a une certaine logique déjà derrière. En fait, pour les tumeurs solides, ça peut prendre 10 à 20 ans que de la première cellule, on arrive à un cancer qui devient symptomatique. Donc forcément, les cancers agressifs, quand on en attrape à 45 ans, on peut déjà les avoir en clinique à 48 ans parce que ça va beaucoup plus vite, alors que la tumeur à évolution lente, qu'on attrape à 47 ans, finalement, devient symptomatique qu'à 67 ans. Donc il y a déjà cet aspect. Quand il y a beaucoup de prolifération, ça touche plus rapidement les personnes. Et quand vous regardez certains cancers chez les personnes très jeunes, mais ce sont en particulier ces cancers à évolution très rapide, il y a beaucoup de mitose, beaucoup de division cellulaire.
Le deuxième facteur à prendre en compte, c'est le temps du diagnostic. Les programmes massifs de dépistage ne commencent que vers 45 ou 50 ans. Avant cet âge, les symptômes sont moins souvent reliés au cancer. Si vous avez développé des signes d'appel dans un premier temps, mais on va surtout exclure d'autres problèmes parce que ce n'est pas le premier diagnostic à évoquer à 30 ans. Donc, pour des personnes très jeunes, ce sont des diagnostics souvent tardifs aussi parce que ce n'est pas, entre guillemets, l'âge de faire un cancer. Mais pour le professeur Jérusalem, ce n'est pas pour autant qu'il faut adapter les programmes de dépistage aux plus jeunes. En effet, un cancer en dessous de 50 ans reste une exception. Ces programmes seraient donc trop peu rentables. Et puis, vu la rapidité de développement de certains de ces cancers, ils pourraient très bien émerger entre deux contrôles. À partir du moment où la biologie du cancer est beaucoup plus agressive, ça se prête pas vraiment bien pour le dépistage. Il faut mettre au point les symptômes. Il faut juste sensibiliser les médecins généralistes que le cancer, évidemment, chez les personnes plus jeunes existe aussi et les différents signes d'appel auxquels il faut être attentif, où il ne faut pas hésiter pour rapidement demander des examens complémentaires. Voilà les précisions du professeur Jérusalem du CHU de Liège. Pierre Coulis, je rappelle que vous êtes, le coprésident de la Fondation contre le cancer. Ce que je retiens de ce qu'on vient d'entendre là, c'est qu'on a souvent des cancers plus agressifs chez les personnes plus jeunes et puis que souvent, comme on n'a pas forcément tout de suite pensé au cancer, souvent les diagnostics sont plus tardifs et donc la maladie est déjà plus avancé au moment où on le détecte. Et ça peut avoir un rôle très très important. Une maladie que l'on va pouvoir prendre au moment où la tumeur est bénigne par rapport à un moment beaucoup plus avancé où il y a déjà des métastases, ça peut tout changer dans le pronostic vital. Oui, absolument. Vous avez tout à fait raison. Donc ça change tout. Donc c'est l'intérêt des campagnes de dépistage. Si on fait ça, c'est parce que traiter tôt permet très souvent carrément de guérir les gens. Traiter tard, quand la maladie est disséminée, c'est beaucoup plus complexe. Oui, c'est évident. Et pourquoi ce ne serait pas une bonne idée, alors, d'intensifier des campagnes de dépistage beaucoup plus jeunes, même si on sait qu'on va viser moins de personnes a priori que chez les plus de 55 ans. Est-ce qu'on doit réfléchir à ça, pour vous, pour l'avenir ? On peut certainement y réfléchir, mais le dépistage, c'est une question de coût, en réalité. Donc, si ça coûte plus cher de faire le dépistage, et de trouver un tout petit nombre de cancers que de les soigner, globalement, pour le système de sécurité sociale, on ne fait pas le dépistage. Donc ce sont des choix financiers, à un moment donné. Ce n'est pas parce que les contrôles eux-mêmes sont porteurs de risques pour les patients. C'est vraiment des choix de santé publique. Et dans la santé publique, il y a bien entendu l'économie. Oui, les campagnes de dépistage, ça coûte cher. Si l'incidence d'un certain nombre de cancers continue d'augmenter, par exemple avant 50 ans, il est vraisemblable que les campagnes de dépistage vont être adaptées et on va progressivement les proposer à des personnes plus jeunes. On ne va pas tout de suite aller faire un dépistage chez tout le monde à partir de 30 ans, mais on va descendre probablement la période de temps pendant laquelle les campagnes se font. Et ce serait quoi, alors vous, les conseils que vous avez envie de donner aux personnes qui nous écoutent, quel que soit leur âge, mais peut-être en particulier au moins de 50 ans. On a compris qu'il y a l'enjeu évidemment de l'hygiène de vie, de l'exposition à toute une série de risques environnementaux, mais aussi peut-être dans la façon dont on surveille soi-même sa santé. Ce serait quoi vos principaux conseils ? En général, les personnes plus âgées sont beaucoup plus sensibles à la problématique du cancer et elles font attention. On a envie de dire, vous savez, pour la majorité d'entre vous, c'est déjà trop tard, ou bien vous en avez déjà un qui se développe, ou bien vous ne l'avez pas. Quand on a 30 ans, on ne pense pas à ça, on a beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres problèmes à régler. Il n'empêche que les facteurs de risque sont importants depuis le premier jour de notre vie. Donc, ne pas fumer, boire le moins d'alcool possible, un petit peu, c'est pas grave, mais il faut pas trop. Surveiller son alimentation, veiller à ne pas prendre du poids simplement parce qu'on mange trop, pas parce qu'on a une maladie, bien entendu. Donc l'obésité, c'est quand même un élément important. Que mangeons-nous ? Donc on sait bien que les viandes rouges, les produits alimentaires qui ont beaucoup de conservants, de colorants, etc., beaucoup de ces produits sont réellement dangereux. Et puis
les vaccins qui existent pour lutter contre des maladies virales qui sont des causes de cancer, on parle du vaccin contre l'hépatite B et le vaccin contre l'HPV. Ça, ce sont les maladies, en l'occurrence, qui sont causes de cancer, pas les vaccins eux-mêmes. Non, les virus. Donc, ce sont des virus qui donnent, par exemple, une hépatite chronique, mais on sait que les cancers du foie vont se développer sur des hépatites chroniques qui tournent mal, si vous voulez. Et l'HPV, c'est le cancer du col, et puis c'est certains cancers de la sphère ORL, chez les femmes comme chez les hommes. Et là, les vaccinations contre les virus en question, qu'on fait chez les enfants ou chez les adolescents, protègent complètement. Donc ça, ce sont des choses, somme toute, assez simples, qui ont un impact important, parce qu'on pense aujourd'hui que près de 40% des cancers peuvent être prévenus. C'est quand même un élément important. Donc l'enjeu de l'hygiène de vie, de faire attention à toute une série d'éléments que vous venez de nous énumérer ici, ça peut diminuer le risque de contracter un cancer de 40%. Ça, c'est un chiffre évidemment important à retenir. Oui. Un dernier mot alors, Pierre Coully. Quand vous entendiez les mots au début d'Émilie Dequesne, qui a choisi de mettre son cancer sur la place publique, si je puis dire, de raconter ce qu'elle était en train de vivre, de raconter ses traitements, de monter les marches à Cannes alors qu'elle était toujours en traitement. Vous la remerciez en quelque sorte dans ce que ça amène aussi comme prise de conscience sociétale par rapport à ces enjeux-là? Ah, évidemment, pour ne rien vous cacher, quand je l'ai entendue l'année passée au Festival de Cannes et qu'elle parlait de sa maladie, je me suis dit, ça c'est quelqu'un que nous devrions avoir avec nous à la Fondation contre le cancer, parce que elle peut faire passer un message auprès d'une population jeune qui est difficile à cibler. Et donc oui, évidemment, et elle a fait ça avec beaucoup de courage et de ténacité, mais je suis convaincu que beaucoup de personnes vont faire attention au cancer un peu plus en l'ayant entendu et en l'ayant vu, et qu'à terme, il faudra attendre, mais qu'à terme, un certain nombre de personnes n'auront pas de cancer grâce à ce qu'elle a fait. Eh bien, ce sera le mot de la fin de cet épisode, empreint d'espoir donc. Merci à Pierre Coully, coprésident, on le rappelle, de la Fondation contre le cancer. Merci à Adrien Chocart pour la réalisation sonore, à la préparation Sarah Pousset et Arnaud Ruyssen. N'hésitez pas à partager cette émission autour de vous. Vous pouvez la retrouver sur Ovio ainsi que sur toutes vos plateformes de téléchargement.